Mickey Aronson, bonsoir et merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes entre autres membre de GISS, The Jerusalem Institute for Strategy and Security, spécialiste de la Russie, mais également ancienne directrice du cabinet du Premier ministre israélien. Alors la libération de Nahama Issachar a fait l'objet de plusieurs mois de tractations opaques entre Jérusalem et Moscou. Rien n'est gratuit en diplomatie. Vous pensez qu'Israël a payé le prix fort pour cette libération ? Et je n'ai aucun doute sur le fait qu'Israël a payé un prix. On peut le qualifier de geste, on peut le qualifier de geste humanitaire, mais c'est une transaction. L'un des côtés a donné quelque chose et l'autre a reçu quelque chose. En fin de compte, il y a eu un prix à payer et la transaction a été mise en œuvre. Nahama Issachar est devenue une cause nationale en Israël. C'est cette popularité qui explique, selon vous, qu'elle a été libérée contrairement à 66 autres Israéliens qui sont actuellement emprisonnés en Russie. Je pense que le processus lui-même n'était pas évident. Il n'y a aucun doute sur le fait que Nahama ne devait pas être emprisonnée en Russie, ne serait-ce qu'un jour. D'un autre côté, elle est devenue une espèce de symbole national, et ce n'est pas vraiment juste. Elle n'est pas un symbole national. Un symbole national, c'est par exemple quelqu'un qui obtient le prix Nobel en Israël. Mais à partir du moment où elle est devenue un symbole national, son prix a été élevé. Et à partir du moment où elle est un symbole, à partir du moment où les choses ont été menées de cette manière, eh bien, le prix de sa libération a été élevé. On rappelle que Nahama Issachar est israélo-américaine. Vladimir Poutine a présenté sa libération comme un geste de bonne volonté envers les États-Unis. Pourquoi Moscou, selon vous, aurait intérêt à rendre service aux Américains ? J'ai entendu une phrase très intéressante d'un collègue à Moscou. Israël est la ligne d'urgence entre Israël et Washington, la ligne téléphonique d'urgence entre Moscou et Washington. L'impression est qu'à Moscou, Israël peut aider et servir de canal pour communiquer avec Washington. Certains considèrent que c'est un acquis, que c'est un avantage. Moi, je pense que c'est un poids, car Israël si Israël n'agit pas de la manière dont Moscou aimerait, eh bien, il y aura l'impression qu'Israël obtient certaines choses et ne donne rien en retour. Et Moscou a besoin qu'Israël ou quelqu'un d'autre puisse transmettre des messages à Washington. Mais je veux rappeler qu'il y a plusieurs mois, en Israël, se sont rencontrés les dirigeants des services de sécurité nationale russes et américains avec la présence de leurs collègues israéliens, Meir Ben Shabbat. Et c'est sans précédent. Je n'ai pas besoin de rappeler la taille d'Israël. Et Israël a permis à ce que ces deux responsables se rencontrent ici en Israël. Est-ce que, selon vous, Vladimir Poutine a intérêt à ce que Donald Trump soit réélu ? Je propose qu'on le lui demande, qu'on lui pose la question directement. On essaiera évidemment. Quel rôle Moscou veut jouer dans le processus de paix israélo-palestinien ? Il y a un phénomène très intéressant. À chaque fois que la Russie a l'impression qu'elle est en dehors du processus, par exemple au Bahreïn, le sommet économique, la Russie était absente. À chaque fois que la Russie ne fait pas partie du processus, il tente de créer un canal parallèle. Et les Palestiniens, par exemple, se tournent vers la Russie pour trouver un soutien qui fera contrepoids aux États-Unis. Et la Russie peut convoquer les responsables du Hamas à Moscou
Moscou, ou alors créer les conditions d'une réconciliation entre le Hamas et le Fatah, ou imaginer un programme parallèle au plan de paix américain. Au-delà de la question de Naama Issachar, il y a une importance très grande à ce que le Premier ministre fait le déplacement directement de Washington à Moscou pour mettre Vladimir Poutine au courant. Car si la Russie a l'impression qu'elle ne fait pas partie du processus en cours, la Russie peut peut-être occuper un rôle plutôt néfaste du point de vue d'Israël. Plus généralement, au Moyen-Orient, Vladimir Poutine veut profiter du désengagement américain pour asseoir sa position de leader régional. La Russie a beaucoup d'intérêts dans la région. La Syrie, bien évidemment, c'est le pays principal, mais ce n'est pas seulement la Syrie, c'est également le Liban, l'Égypte, la Jordanie. Je ne peux pas dire que les Russes arrivent, car les Russes sont là et n'ont jamais véritablement quitté cette région. Et aujourd'hui, Poutine et la Russie agissent pour renforcer effectivement le statut de la Russie au Moyen-Orient. Un exemple, c'est bien évidemment les industries de défense russie. C'est bien évidemment une base de soutien à Poutine en Russie. C'est la deuxième source de revenus en Russie après les ressources énergétiques. Et le Moyen-Orient est un marché énorme de ce point de vue pour la Russie. Il faut le voir que les systèmes de défense russes sont créés en Syrie aujourd'hui. En fait, la Syrie est le principal consommateur de ces éléments de défense, de ces systèmes de défense russes. Merci beaucoup, Mickey Aronson, pour votre intervention sur notre plateau sur i24 News. Merci beaucoup à Dora Ben Sapir pour la traduction simultanée.